Salut les amis, alors nous voici aujourd'hui pour reparler de Dune, peut-être pour la dernière fois. Je sais pas, mais en tout cas c'est le dernier tome de Dune, bon, le dernier tome que Frank Herbert a sorti de son vivant. Vous allez me dire, il a pas sorti des livres après sa mort, non, mais c'est son fils qui a sorti des suites après sa mort. Moi, ces suites, je les ai pas trop aimées. Je m'en souviens presque pas, mais je me souviens que j'ai pas trop aimé, donc je pense pas que j'ai envie de les relire, même si quand on finit ce tome, on a très envie de continuer dans le même univers. Je me souviens d'avoir pas trop aimé la dernière fois, je vois pas pourquoi je revivrais cette expérience que j'ai pas trop aimée. Donc le dernier tome de Dune, de Frank Herbert, qui est donc le 6e, La Maison des Mers, qui va, comme son nom l'indique, parler beaucoup du Bene Gesserit, ce qui était déjà le cas du précédent. Résumé, alors... La dernière fois, on avait laissé le monde avec Dune qui venait d'exploser, détruit par les Honoré Matriarches qui étaient en train de conquérir l'univers qu'on connaissait jusqu'ici pour une raison pas très claire. Enfin bon, on sait que c'est des grosses tarées qui asservissent tout le monde, etc. Mais on se doute qu'elles sont arrivées là pour une raison. Soit c'est parce qu'elles ont besoin de quelque chose ici, ou soit c'est parce qu'elles fuient quelque chose. En tout cas, elles sont pas là pour rien. Et pour savoir comment les battre, comment survivre à leur invasion, il va falloir mieux les comprendre. Donc l'idée de ce tome, ça va être ça, de comprendre les Honoré Matriarches. Pour ça, les Bene Gesserit ont Murbella, qui est l'imprégnée, l'imprégnée par oblique imprégnatrice, parce que ça va dans les deux sens, de Duncan Idaho, comme dit le comédien, le lecteur, bref. Moi je dis Idaho, je recommencerai à dire Idaho, je fais ce que je veux. Ils ont Duncan et Murbella ensemble, qui peuvent pas se séparer et qui doivent rester enfermés dans le non-vaisseau parce que sinon Duncan est détectable par les pressions, parce qu'il n'a pas les gènes de Siona, contrairement à la plupart des Bene Gesserit et des gens qui viennent d'élevage Bene Gesserit, entre guillemets, donc Miles Tegg aussi. Enfin, vous allez me dire, mais Miles Tegg il est mort. Oui. Mais ils vont en faire un Ghola. C'est pour ça que je vous parle de Miles Tegg. Donc il va faire son comeback. Je l'avais complètement oublié, le fait qu'ils allaient faire un Ghola de Miles Tegg. Voilà, la problématique c'est toujours survivre aux Honoré Matriarches. Audrad a des visions un peu prescientes, mais pas trop, comme toujours avec Audrad, qui lui font voir qu'elle est sur une corde au-dessus d'un abîme avec une Honoré Matriarche, enfin en tout cas une silhouette derrière elle avec une hache qui s'apprête à la défoncer. Ça donne une idée de l'ambiance. L'idée ça va être de survivre tout simplement, et pour ça comprendre les Honoré Matriarches et trouver un plan contre elle. Donc pour ça ils ont Murbella qui a des infos sur les Honoré Matriarches vu qu'elle en est une. Duncan qui est quand même intelligent et qui a des petits cheat codes du Tleilaxu. Ils ont aussi un Tleilaxu, Cital, qui est aussi enfermé dans le non-vaisseau et qui est le dernier maître, parce qu'apparemment les Honoré Matriarches ont détruit toutes les planètes du Tleilaxu, vu que les Tleilaxu avaient tué des Honoré Matriarches. C'est comme ça qu'elles réagissent. On tue une des leurs et elles détruisent des planètes. C'est pas du tout disproportionné. Voilà, ils ont un Tleilaxu, ils ont Duncan, ils ont Murbella, et puis ils vont avoir un Ghola de Miles Tegg, parce que ils ont maintenant la possibilité de créer leur propre Ghola, vu qu'ils ont la technologie, entre guillemets, des cuves Axolotl ou Axolotl, comme moi je disais avant. Mais Cital ne leur a pas donné tous ses secrets, ils ont juste les cuves Axolotl, mais ils ne savent pas faire de l'épice avec. Par contre, ils avaient pris aussi un verre sur ce vaisseau, si vous vous souvenez bien, si vous étiez déjà là avec moi. C'est Chiana qui avait emmené un verre, donc le dernier survivant des vers, et du coup, ils ont explosé ce verre en truite des sables en le mouillant, et ces truites des sables, ils les ont mis sur la planète du chapitre, donc la planète des Bene Gesserit, et il y a du coup un petit désert qui commence à se créer et qui va évoluer au fil du livre, et donc on a aussi tout le long du livre la perspective que le chapitre se transforme en une nouvelle dune, ce qui déprime un peu les Bene Gesserit, parce que jusqu'ici leur planète était très verte et très sympa, et Dune c'est quand même vachement hostile et austère. Ça fait un peu plaisir à Chiana, même si elle est toujours mélancolique et que ça la satisfait pas, parce que elle était native de Dune, et c'est pas parce qu'on met un désert ailleurs que pour elle c'est pas Dune quand même, quoi, parce que par exemple il y a pas les lunes, etc. Ça lui suffit pas. Elle est un peu déprimée aussi, donc beaucoup de persos mélancoliques dans ce livre, dans une ambiance d'urgence. Donc là on ne respecte pas le schéma habituel que je vous avais dit, avec un livre avec de l'action, puis ensuite un livre avec une tragédie où on sait déjà ce qui va se passer et on est dans un truc plutôt contemplatif. Là on a un équilibre entre l'action et la contemplation. Bizarrement, ce livre, je l'avais quasi intégralement oublié, donc je pense que ce sera vraiment pas celui qui marquera le plus les gens. Pourtant je dirais pas qu'il est mauvais, mais c'est vraiment qu'il a une ambiance justement mélancolique, et je suis pas sûre que ce soit ce que les gens aient le plus envie de retenir. Après, l'ambiance mélancolique, elle était déjà là dans l'Empereur Dieu et dans tous ceux qui parlaient de tragédie, et dans le deuxième tome aussi. Mais là, c'est mélancolique sans être une tragédie, justement.
avec des petits commentaires du Bene Gesserit pour dire qu'il faut aller de l'avant, etc. Il y a un petit côté moins extrême qui fait qu'on le retient moins. Pourtant, je pense qu'il touchera probablement plus les gens plus âgés. Là, je remarque que je l'ai beaucoup plus apprécié aujourd'hui que j'avais rien retenu quasiment les 2 fois précédentes où je l'ai lu. À part que ça terminait sur un cliffhanger et que ça m'énervait. Je me disais, putain, mec, t'aurais quand même pu éviter d'écrire un cliffhanger avant de mourir. Mais sinon, j'en avais rien retenu. J'avais vraiment que la fin qui m'était restée en tête. Et c'est un peu dommage. Donc, si vous aussi vous l'avez lu en étant jeune et que maintenant vous avez mûri, je vous invite à le relire. Sinon, il est bien quand même, donc je vous invite à le découvrir. Histoire. Alors, on va principalement encore suivre Audrade, qui est restée mère supérieure. La dernière fois, je vous avais dit, elle va peut-être pas rester mère supérieure parce que les gens ne l'aiment pas, ils se méfient d'elle avec son héritage Atréide, etc. Le fait qu'elle est un petit peu presciente, et puis le fait qu'elle a pas complètement renoncé à l'amour. En fait, si, elle est quand même restée mère supérieure. Apparemment, les gens la respectent vachement parce qu'elle a, comment on appelle ça, partagé avec Taratsa. En gros, ça veut dire qu'elle a Taratsa dans son esprit. Du coup, elle peut lui parler, etc. Et comme Taratsa a fait des trucs de ouf selon les Bene Gesserit, en fait, elle-même, elle dit qu'elle doit la plupart de ses grandes victoires à Maes Teg, mais les gens sont fascinés par Taratsa, et du coup, comme Audrade a Taratsa dans sa tête, etc., il la respecte. On va voir beaucoup Audrade avec ses 2 conseillères qui sont Beyonda et Tamalan. Tamalan, c'est une vieille qui parle presque pas. Au début, on a beaucoup de commentaires qui disent qu'elle est trop vieille et que du coup, elle est plus capable d'évoluer. Mais finalement, elle est pas si bête que ça et elle va quand même être utile. Beyonda, c'est la meuf qui est jamais d'accord avec personne et qui est tout le temps en train de dire oui, ça c'était vraiment une idée de merde, etc. Donc c'est un personnage cool parce que c'est un personnage vachement stéréotypique et c'est pas habituel du tout dans Dune. Et en plus, elle l'est que en surface. Et tout le monde le sait, y compris elle-même, entre guillemets. Enfin, des fois, elle joue un peu son propre rôle. Les gens la charrient énormément là-dessus. Et d'ailleurs, elle est conseillère de la mère supérieure en partie pour ça. Pas parce qu'elle est chiante, mais parce que comme elle essaye toujours de contredire les gens, ça amène à se remettre en question, etc. Et ça amène à avoir des points de vue différents. Et puis, elle aiguillonne un peu tout le monde, etc. Donc, elle est aussi mentat, / manta. Je mets les 2 prononciations quand j'ai plus sûr. Donc c'est pratique. Et quand elle est en mode manta, elle est quand même vachement plus calme et plus intelligente, entre guillemets, que quand elle est juste en train de tout contredire par défaut. Donc là, je suis vachement en train de parler des persos plutôt que d'histoire, mais on suit presque que Audrade. On va suivre aussi un groupe de juifs. Je vous avais dit, oui, il y a trop de musulmans. Tiens, c'est bizarre, j'ai presque parlé comme une personne de droite. Non, j'étais étonnée parce qu'il y avait beaucoup de sortes de musulmans et pas beaucoup d'autres choses. Mais là, on est parti sur les juifs. C'est pas plus mal d'un côté, mais d'un autre côté, ce qui est à la fois bien et pas bien, c'est que ils ont pas beaucoup changé par rapport aux juifs qu'on connaît. D'un côté, ça leur fait une caractéristique entre guillemets propre d'être ultra portés sur la tradition et tout, mais les Tleilaxoul étaient aussi un peu dans leur truc, donc je sais pas, je trouve quand même qu'on n'est pas assez allé dans des choses variées sur la spiritualité. J'aurais bien aimé des peuples avec des croyances vraiment différentes. Pourquoi on n'a pas eu vous allez me dire, on a du Zen Sunni et tout. J'allais dire, pourquoi on n'a pas eu du bouddhisme et tout ça. Peut-être qu'avec le Zen Sunni, on a déjà un peu des côtés sagesse orientale, tout ça. Mais je trouve qu'il y a trop de choses qui tournent autour des mêmes délires. En tout cas, on a des juifs, on va les suivre. On va avoir un peu le point de vue de Cital, qui est vachement orgueilleux comme tous les Tleilaxou qu'on a vus pour l'instant. Enfin, les maîtres Tleilaxou, en tout cas. On va avoir toujours le point de vue de Duncan, on aura un peu de point de vue de Murbella, on aura le point de vue de plein de gens, mais on va presque toujours rester au chapitre, alors sauf quand il va se passer des trucs avec les honorés matriarches qui vont se passer un peu sur Gameux, un peu sur Jonction, mais surtout sur Jonction. Donc on va un peu voyager entre les deux, et les honorés matriarches, on va avoir des scènes entre guillemets sympa avec la chef des honorés matriarches qui va discuter avec des gens et les buter et menacer de les torturer et tout ça. Donc des scènes, moi j'aime bien ce genre de scènes où les méchants capturent des gentils et sont un peu en position de force et tout. Donc on va avoir pas mal de scènes comme ça et j'ai trouvé ça cool. Mais sinon, on est principalement sur le chapitre en train de se dire qu'est-ce qu'on va faire face aux honorés matriarches, de chercher des plans, de regarder le désert qui avance, Maes Teg qui grandit, la relation entre Murbella et Duncan, et essayer aussi de comprendre qu'est-ce qu'ils pensent, quels sont les sous-entendus qu'ils font. Duncan et Chiana aussi qui se parlent avec le langage secret des Atréides, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Tout le monde cache des trucs, il y a plein de choses qu'on essaye de savoir, il y a plein de complots encore une fois et compagnie, des complots de gens qui sont sympas et des complots de gens qui sont moins sympas.
Donc il se passe énormément de choses, mais en même temps, comme je vous dis, on a vraiment une ambiance contemplative, où on est principalement avec Audrade, où elle est presque toujours dans son bureau, ou à faire des balades dans les vergers, à regarder le temps qu'il fait, en se disant « Oh là là, la régulation météo, ils sont en galère à cause du désert qui avance, etc. » Il y a vraiment un côté, je vous dis, une personne qui est en hiver à sa fenêtre et qui regarde l'extérieur d'un air mélancolique, etc. Ça n'a jamais été aussi présent. Il y a beaucoup plus de descriptions qu'avant, beaucoup de descriptions de paysages, beaucoup de descriptions du chapitre, du coup, avec les vergers, les pays... Enfin, à un moment, il y a la mer, ce qu'il en reste, parce qu'il y a le désert qui progresse, le désert justement toujours, et le fait qu'il soit différent de celui de Dune. On nous parle beaucoup des plantes justement qui sont dans les vergers du Bene Gesserit, le fait que c'est la dernière année où elles seront là et qu'après elles vont toutes mourir, qu'il y a des plantes aromatiques, il y a des arbres fruitiers, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on nous montre sur les paysages, etc. alors que c'était pas du tout aussi présent avant. Et ça aussi, ça donne à ce livre un côté lent, qui est pas forcément gênant, parce que comme je vous dis, il y a une tension où on se demande quand est-ce qu'il va y avoir une catastrophe avec les honorés matriarches, et on a l'impression un peu d'être sur un espèce de sursis avant la catastrophe, qui fait qu'on a envie d'en profiter et qu'on se dit tiens, ce dernier petit rayon de soleil, ce dernier printemps, ce dernier tout ça, on a envie d'en profiter, tout ça. Comme je vous dis, c'est une ambiance qui est pas comme dans les autres. Là aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était intéressant, même si c'est pas du tout mon préféré, mais c'est vrai que par le passé, j'ai pas accroché, donc je pense que ce livre pourrait diviser, ou vous paraître complètement insignifiant alors que vous adoriez les autres, enfin quelque chose comme ça, quoi. Le concept, je trouve que ça se sent que l'auteur était plus vieux à ce moment-là, parce que comme je vous dis, il y a un côté beaucoup plus calme, posé. Audrade, elle parle beaucoup de sa volonté de survivre, mais en même temps, il y a beaucoup d'idées de l'acceptation de sa propre mort, du fait que tout a une fin, etc. Donc, on sent que c'est quelque chose qui a été écrit par quelqu'un qui était en fin de vie. Pourtant, il n'était pas si vieux que ça, je crois qu'il avait 60 et quelques années. Il est mort, je crois, à 65 ans, donc il aurait très bien pu vivre 10 ans de plus. Mais je trouve qu'il y a un côté fin de vie qui se ressent dans ce livre. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Et du coup, le concept, je pense que c'est un peu l'acceptation du fait de pas pouvoir tout contrôler, mais de pas abandonner pour autant. C'est quelque chose comme ça. Ça peut paraître très cliché, mais je trouve que c'est un peu le fond de ce bouquin. Le côté on se bat, même si on sait que de toute façon on va tous mourir et qu'au final tout va disparaître. Déroulement de l'intrigue, je vous disais, on a beaucoup de points de vue, on a plusieurs confrontations avec les honorés matriarches. Bon, si on en a plusieurs, vous vous doutez que les premières vont pas forcément bien se terminer. On s'ennuie pas, il y a des grosses scènes de tension, etc. Mais comme je vous dis, des gros moments contemplatifs, mélancoliques entre les deux. Je me suis souvent demandé si je m'ennuyais. Je me suis dit non, mais c'est vrai que en fait il y a plus de teasing que d'action. On pourrait en penser du mal. Je me suis dit non, mais il y a beaucoup de critiques de la philosophie des honorés matriarches, le fait qu'elle soit vraiment dans le côté satisfaction immédiate sans penser au futur, etc. Les Harkonnen étaient déjà un peu comme ça, parce que sur le coup je me suis dit tiens, c'est un peu le premier livre où il y a vraiment des méchants entre guillemets, mais non, en fait avant il y avait déjà justement le baron Harkonnen. À un moment, il y a eu Wen Sisia, mais bon, elle était un peu nulle, mais c'était quand même une méchante. Des méchants, il y en a déjà eu, mais le baron Harkonnen, il était vachement cliché, et c'était pas lui la menace principale, on va dire. Donc je trouve que les honorés matriarches, le fait qu'elles menacent vraiment tout l'univers connu, qu'elles ont tendance à détruire des planètes sur des coups de tête, etc., c'est vraiment des méchantes clichés. C'est des grandes méchantes avec vraiment le côté stupide et dangereux de la stupidité. Du coup, il y a quelque chose qui change à ce niveau. Les Bene Gesserit et les honorés matriarches, on nous montre à la fois en quoi elles sont similaires et à la fois en quoi elles sont complètement opposées, parce que justement les Bene Gesserit, elles pensent quasiment que à long terme, et sur le court terme, elles sont capables de se sacrifier, etc. Alors que les honorés matriarches, au contraire, elles sont extrêmement égoïstes, et elles réfléchissent pas du tout au long terme. Il y a des oppositions, mais pourtant on sait qu'elles ont des origines communes, et ça va être confirmé dans ce livre, et on va le voir sur certaines choses. Donc tout ça c'est assez intéressant, et encore une fois beaucoup de philosophie, beaucoup de questionnements existentiels aussi, des gens qui réfléchissent en eux, qui se demandent est-ce que l'amour est positif, est-ce que justement vouloir entre guillemets survivre, qu'est-ce qu'il faut vouloir justement dans la vie, etc. Enfin, quels sont les objectifs qui sont nobles et ceux qui sont voués à l'échec, etc. Beaucoup de questions philosophiques assez profondes. Évidemment on sent qu'il va essayer d'aller plus loin qu'il est allé avec Leto 2, ce qui est quand même assez difficile. Moi, vraiment, j'ai pas autant accroché qu'avec Leto 2, même si il y a une forme de sagesse, on pourrait se dire, dans le côté renoncement qu'il y a chez les Bene Gesserit par rapport à Leto 2, qui était beaucoup plus sûr de lui, on va dire.
Les Bene Gesserit, elles fonctionnent vraiment comme un tout, et chaque personne individuelle est consciente qu'elle est faillible et qu'elle peut faire des erreurs, et personne n'a tout sur ses épaules. Et personne n'aurait la vanité ou la bêtise ou quoi de vouloir le faire. Elles fonctionnent justement comme une entité globale parce qu'elles sont nombreuses et parce qu'elles se complètent. Donc il y a quelque chose à explorer là-dedans, c'est vraiment très intéressant, mais évidemment moi ça me parle moins parce que moi je suis vachement sensible justement aux personnalités de gens qui se sentent différents, isolés, originaux, etc. Donc bon, forcément je me sentais beaucoup plus touchée par les Tau 2 que par les Bene Gesserit qui sont nombreuses, qui se complètent, qui fusionnent un peu mentalement, etc. Et qui du coup ont des relations que moi je pourrais probablement jamais avoir avec des gens réels. Parce que justement c'est quelque chose que les autistes ont plus de mal à faire que les neurotypiques. Et bon, même pour les neurotypiques c'est pas hyper facile parce qu'elles le font aussi parce qu'elles ont la mémoire seconde, parce qu'elles ont le partage et des machins comme ça. C'est plus simple entre guillemets pour elles, mais il faut aussi beaucoup d'abnégation. En tout cas c'est intéressant. Contrairement à ce qu'il y avait chez Jacques Vendroux qui disait essayer de se débrouiller tout seul c'est mal, vous voyez, il faut compter sur les autres. Cette leçon qui est la même foncièrement chez les Bene Gesserit, je suis beaucoup plus prête à l'écouter, à me remettre en question et à me dire qu'il y a des choses intéressantes dans la version de Frank Herbert, parce que il dit pas que faire les choses seul en soi c'est mal, c'est juste que faire les choses à plusieurs c'est mieux. Donc je le sais. Après on peut ne pas en être capable et on peut avoir un esprit qui est suffisamment mal fait entre guillemets pour faire les choses moins bien à plusieurs que seul, mais pour les gens qui sont capables de devenir une entité plus forte en se fusionnant, en se complétant et du coup en réduisant leurs défauts et en s'ajoutant leurs qualités, etc. Clairement, le tout qui forme est plus que la somme de ses parties. Je suis prête à admettre que c'est bien d'agir comme un tout, avec un groupe, etc. Devant Frank Herbert, je veux bien l'admettre, mais pas devant Jacques Vendroux. Voilà. La fin, j'y reviendrai. Les personnages, j'ai déjà commencé à vous en parler. Audrade, on la connaissait déjà. Elle est toujours pareille, même si, comme je vous disais, on sent qu'elle a vieilli. Elle est plus posée, et en même temps, elle a toujours son côté où elle est capable de beaucoup prendre des risques, et aussi, elle pense de manière originale. Et en même temps, elle compte sur ses sœurs pour la remettre en place si elle va trop loin. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que les Bene Gesserit, elles osent innover et pousser à fond leur individualité, etc. En partie parce qu'elles savent qu'elles peuvent se reposer sur le groupe si elles font une erreur, que quelqu'un sera là pour les arrêter. Et ça, se servir du groupe, du global, pour maximiser, renforcer, etc. les choses intérieures, les choses, l'introspection, les choses individuelles et tout. Mais bien sûr que je suis d'accord avec ça. Après, il faut en être capable. Clairement, il faut avoir des gens de confiance pour pouvoir le faire. Et il faut être capable aussi, justement, de beaucoup d'abnégation dans un sens. Et aussi de pas trop tenir, entre guillemets, à soi-même. C'est pas une question d'orgueil ou quelque chose comme ça, c'est plutôt être capable d'avoir suffisamment de recul pour se dire qu'on n'a pas suffisamment d'importance pour que ça soit idiot de prendre des risques. En fait, de se dire je fais des paris, parce que quasiment à chaque fois qu'on a une relation humaine, vous allez me dire tu vas vachement loin, mais de toute façon vous savez que Dune, si j'adore cette saga, c'est justement parce qu'elle va vachement loin, d'un point de vue philosophique, psychologique et tout ça. Donc je vous dis ce que je pense. Vous en ferez ce que vous voulez, je suis désolée si vous trouvez ça trop long et si vous auriez préféré que j'aille à l'essentiel. Mais bon, c'est pas trop mon genre, je pense que vous le savez depuis le temps. Moi, c'est les digressions. En fait, à chaque fois qu'on a une relation humaine, c'est une prise de risque, techniquement. Parce que les gens peuvent avoir dans l'idée de nous manipuler, de se servir de nous mentir, etc. On peut pas le savoir, on est obligé de prendre le risque dès qu'on veut aller vers autrui. En fonction, entre guillemets, du point où on attache de l'importance à notre propre vie, et du point où on fait confiance aux autres, évidemment, c'est ça qui déterminera si on sera capable de le faire ou non. Si on est vraiment en mode survie, on pourrait se dire je prends jamais le risque, sauf si on est vraiment sûr qu'une personne a l'air complètement entre guillemets stupide, etc. et que du coup on se dit celle-là j'ai la maîtrise dessus donc j'ai rien à perdre. Mais malheureusement les gens les plus stupides sont pas ceux qui nous apportent le plus de choses. Donc après, on peut les utiliser, entre guillemets, juste en tant que force physique, esclave et compagnie, ou soldat ou truc, mais c'est quand même assez limité, et en tout cas, ça fait pas évoluer mentalement. Pour évoluer mentalement, il faut prendre le risque avec des gens qui ont une force équivalente ou supérieure à la nôtre. Le mieux, c'est qu'elle soit équivalente, parce que sinon, c'est eux qui vont y perdre dans l'histoire. C'est pour eux qu'on sera pas très intéressant. Au final, on est obligé de prendre des risques.
Et je le sais, je le fais dans une certaine mesure, mais pour moi, c'est pas facile. Je suis capable d'admettre que c'est une faiblesse, vraiment. Dune est suffisamment bien écrit, Frank Herbert est suffisamment cool pour que là, je sois capable de l'admettre. Il y a des gens devant qui c'est pas possible. Quand les gens sont en mode donneur de leçons, etc., et puis que je sens que je les aime pas, voilà, du coup, j'ai pas envie d'être en fusion mentale avec eux, donc sur le moment, j'ai envie de dire non. Il faudrait peut-être que j'ai le recul suffisant pour dire avec toi, non. C'est probablement là-dessus aussi qu'il faut travailler, être capable de se rendre compte de ce qui nous inspire nos réactions pour pouvoir les contextualiser et éviter de les généraliser, parce que le problème, je sais pas si vous avez remarqué, encore une fois, on va s'éloigner du sujet et parler un peu des biais cognitifs et compagnie, mais plus on dit une chose, plus on a tendance à la dire, parce qu'on a envie d'être fidèle à soi-même, on n'a pas envie d'être incohérent, etc. Donc si on s'habitue à se dire moi j'aime pas les gens, moi j'ai pas confiance, et puis du coup qu'on se valorise par rapport à ça en se disant moi je suis plus malin, moi je me débrouille tout seul et compagnie, et ben après on va se glorifier de fermer la porte aux gens et on va se sentir mal si on le fait pas. Donc clairement, il faut éviter ça. Et donc quand on a envie de fermer la porte aux gens, il vaut mieux savoir si on a une bonne raison, identifier cette bonne raison, le dire, pour que ça reste une exception et quelque chose de contextualisé, et pour ne pas en faire un comportement qui risque de devenir général. Je suis désolée, je parle de ça, encore une fois, parce que c'est les réflexions que Dune m'inspire. J'ai bien conscience que ça dépasse le cadre du livre, mais vous me verrez parler pendant 1 heure de sujets qui n'ont rien à voir sur les livres que j'ai préférés, donc c'est une preuve en soi pour moi que ce livre est génial. Si ça vous fait la même chose, n'hésitez pas à m'écrire des pavés dans les commentaires sur vos propres digressions à propos des livres que vous avez aimés. Donc tout ça c'était à propos d'Audrade mélancolique, mais qui est capable de prendre des décisions dures, etc. Il y a des gens, encore une fois, qui vont dire qu'elle a pas de cœur parce qu'elle est capable de prendre des décisions dures. La plupart des Bene Gesserit ont l'air d'en être capables, et puis pour être au poste de mère supérieure, il faut forcément en être capable. Pareil, être mère supérieure, ça lui impose d'avoir l'air forte, parce que il faut, en plus, comme elles sont menacées par les honorés matriarches, qu'elles sont complètement menacées d'extinction, il faut que Audrade leur remonte le moral, etc. Parce que elles sont, entre guillemets, éduquées pour pas craquer, mais il y a des apprentis, il y a des jeunes, il y a des gens quand même un minimum fragiles, et puis on a tous nos limites, donc il faut que leur mère supérieure leur remonte le moral, et pour ça, donc il faut toujours qu'elle ait l'air forte, il faut toujours qu'elle ait l'air d'enseigner des choses aux autres, pour que les gens se disent oui, il y a une bonne raison pour qu'elle soit notre mère supérieure et qu'ils aient confiance en elle, parce que si elle a l'air de douter, si elle a l'air fragile, etc., ils vont se dire dis donc, il faudrait peut-être mettre quelqu'un d'autre à sa place, elle a pas l'air si géniale que ça finalement, etc. Et encore une fois, ça demande beaucoup d'abnégation et de sacrifice de soi. Ses proches, ses conseillères et tout savent qu'elle est obligée de faire ça, mais le fait est qu'elle est quand même obligée de le faire. Donc il y a beaucoup de moments où on va la voir se forcer à avoir l'air cool, alors qu'elle est plutôt dans une mauvaise passe. Et il y a des moments où il y a des sœurs aussi qui sont, entre guillemets, indulgentes envers elle, ou qui essayent de l'aider, etc. En fait, dans ce livre, et je pense que je l'avais pas vu avant, parce qu'encore une fois, sans empathie et sans suffisamment d'expérience de la vie, je ne connaissais pas ce type d'attitude, donc j'étais complètement passée à côté. Mais dans ce livre, il y a énormément le fait de vouloir aider les autres sans leur faire sentir. En fait, voilà, cette espèce de délicatesse, entre guillemets, quelque chose justement de l'amour, de l'amitié, enfin quelque chose qu'on fait vraiment pour les gens qu'on aime, et que les Bene Gesserit font toutes entre elles, pas tout le temps, et pas tout, en tout cas très souvent, et c'est quelque chose qu'elles s'enseignent à faire, et elles le font assez spontanément. Et c'est vraiment une de leurs caractéristiques principales. Et c'est vraiment beau quand on arrive à faire ça avec les gens dans la vraie vie. C'est vraiment avec les gens qu'on aime le plus, c'est pas tout le temps, etc. Et elles le font vraiment énormément. Très souvent, elles sont capables, par exemple, de faire semblant, entre guillemets, d'être stupides pour donner la réplique à une personne, parce que sur le moment, elle a besoin de la voir. Elles font complètement abstraction de leur amour-propre ou de leurs propres objectifs, etc., pour juste remonter le moral des gens qui en ont besoin. Elles le font parce qu'elles ont besoin, justement, que leur mère supérieure ou leur conseillère ou compagnie fonctionne correctement, qu'elles aillent bien et compagnie, donc c'est dans leur propre intérêt, mais elles ont l'intelligence de se rendre compte que c'est dans leur propre intérêt, et elles ont l'abnégation de faire cette démarche-là. Il y a des moments, je sens, entre guillemets, que je suis pas dans un bon état d'esprit, que je vais dire des trucs négatifs aux gens, etc. Il y a des moments où le mieux que je peux faire, c'est essayer de me taire ou essayer de m'en aller. Je suis pas toujours capable de dire ce qu'il faut pour remonter le moral des gens, pour les booster, etc. En particulier, quand les gens me défoncent, j'arrive pas à ne pas être au minimum sur la défensive en retour. Je peux éviter d'être agressive en retour,
Déjà, il y a plein de gens qui sont agressifs, donc je suis pas non plus complètement dégueulasse, mais comparé au Bene Gesserit, je vois bien qu'il y a un boulot énorme, quoi, parce que bah voilà, il y a vraiment des moments où je peux pas m'empêcher d'être sur la défensive et j'arrive pas à avoir suffisamment de recul pour m'abstraire de moi-même et essayer de me défendre ou de me protéger, etc. Et de me dire, mais l'autre m'agresse, il doit aller pas bien, pourquoi il fait ça et qu'est-ce que je pourrais lui dire pour qu'il aille mieux et pour que ça s'arrête ? Parce que techniquement, c'est quelque chose qui marche souvent mieux que de gueuler plus fort que l'autre en espérant avoir le dernier mot. Donc voilà, pour les gens qui cherchent comment s'améliorer moralement, il y a beaucoup de sagesse aussi à ce niveau dans ce bouquin, et beaucoup de persos vraiment moralement impressionnants, même s'il y en a beaucoup qu'on connaîtra pas plus que ça et qui seront pas mémorables, très clairement, dans toutes les acolytes, toutes les sœurs, etc. qu'on voit, il y en a plein, je les aurais oubliés dans une semaine, mais elles font des choses vraiment très belles moralement, et c'est remarquable parce que c'est pas courant de voir autant ça. Clairement, on peut le voir des fois, des gens qui font ça envers, par exemple, des parents envers leurs enfants, des enfants envers leurs parents, parfois dans un couple, mais c'est quand même assez rare, parce qu'il faut quand même avouer que les couples, c'est un des endroits où il y a le plus de conflits, enfin, une des types de relations où il y a le plus de conflits, mais les gens sont pas trop capables d'abnégation, à part dans les débuts, malheureusement. Mais bon, donc respect Frank Herbert pour avoir aussi bien maîtrisé ce sujet et l'avoir mis aussi bien en scène, et je pense qu'il fallait qu'il en soit capable dans la vraie vie pour être capable de l'écrire comme ça. Je me dis encore une fois, c'est quelqu'un de bien. Audrad est plus sous pression qu'avant, donc elle a un peu le rôle que Taratsa avait dans le tome précédent, où on la voyait ne pas dormir, ne pas manger, aller pas bien et être en galère, etc. Mais faire des plans où elle prend des risques, et où elle cache des choses aussi à ses sœurs, et certaines le savent et l'acceptent parce qu'elles se disent que c'est la mère supérieure et qu'elle doit avoir une bonne raison. Ça aussi, c'est assez beau quand même, même si encore une fois c'est dans leur propre intérêt, mais la confiance qu'elles ont entre elles, c'est dingue, c'est beau, c'est fascinant, et voilà, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, Audrad, Chiana on la voit toujours, mais on la voit pas beaucoup. Elle a fait une sculpture complètement abstraite qu'elle a appelée le vide et qui ressemble à rien et qui fait flipper Audrad. C'est une des choses que j'ai trouvé intéressante sur le personnage. Du coup, elle va avoir un aspect mystérieux qu'on peut pas maîtriser. On sait qu'elle a des plans cachés avec Duncan, on sait pas lesquels. Donc voilà, il va y avoir un mystère comme ça sur Chiana. On sait pas trop ce qu'elle va devenir, malheureusement, on le saura jamais, excepté si on accepte les suites que j'ai pas aimées. Bon, elle va faire quelque chose à la fin du tome, mais c'est quelque chose qui va donner lieu à un cliffhanger. Duncan, il est toujours comme dans le tome d'avant, je dirais. Ce qu'il va y avoir de plus, c'est sa relation avec Murbella. Je sais pas pourquoi, dans mes souvenirs, j'aimais pas du tout leur relation, alors que là, en fait, j'ai trouvé sympa. Je pense que je l'aimais pas parce que le côté dépendance mutuelle, qui est finalement devenu de l'amour, j'avais l'impression que c'était de la faiblesse, je crois. Ils vantent l'amour alors que ça a démarré par une dépendance. Je me disais, vous êtes voilé la face. Je pense quand même que ça allait au-delà de ça. C'est vrai que du coup, ils se sont plus aimés comme des parents aiment leurs enfants, encore une fois, ou des enfants aiment leurs parents, parce qu'ils étaient liés l'un à l'autre et qu'ils pouvaient pas s'en défaire. Mais je pense que l'amour est pas faux ou hypocrite pour autant. Même si, encore une fois, ils vont évoluer tous les deux et ils vont l'un et l'autre pas trop aimer les aspects qu'ils maîtrisent pas chez l'autre. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Je crois que c'est peut-être ça, peut-être qui m'a dérangé, même si je sais pas si j'avais la capacité de le comprendre à l'époque. Je sais pas si ça apporte vraiment du positif, vu que ils auraient tendance à se limiter l'un l'autre, vu qu'ils aimaient ce qu'ils étaient au départ et qu'ils aiment pas les aspects cachés, entre guillemets, de l'autre. Murbella, y a les Bene Gesserit qui veulent la convertir, et Duncan sait que vu que les Bene Gesserit sont opposés à l'amour, si elle la convertissent, il va la perdre. Donc lui, il est opposé à ça, et quand il la voit évoluer en Bene Gesserit, il bade à mort, il se dit, voilà, j'ai l'impression de la voir disparaître, enfin, de la voir être enlevée à moi, ouais, sur son visage, je vois sa distance, etc. Je pense que je me disais, si tu l'aimais vraiment, entre guillemets, tu devrais être capable de l'accepter, mais c'est facile à dire, encore une fois, donc bon. Aujourd'hui, j'ai trouvé ça intéressant, même si je saurais pas dire si je les aime ou si je les aime pas, mais c'était plutôt neutre. Je vous disais qu'il y a un nouveau Miles Tegg. Alors au début, on va revoir un enfant qui apprend, qui est en apprentissage, etc. Bon, vous savez que j'aime bien les enfants dans cet univers parce que c'est les seuls gens normaux, mais lui, il va pas rester enfant très longtemps, hein, il va se faire rétablir ses souvenirs, etc. Donc on va pas trop avoir l'occasion d'apprendre des trucs via lui en enfant. Et c'est vraiment le seul enfant qu'on aura, donc parce que ceux de Murbella et Duncan, ils vont les enlever au fur et à mesure et on verra pas ce qu'ils deviennent. Donc, Sinon, on va revoir Lucille qui va être enlevée par les honorés matriarches
emmener sur leur planète, sachant que la planète où elle était, ils vont la détruire. Lucille, en très mauvaise posture, qui va être là pour la première confrontation avec les honorés matriarches du premier tiers, on va dire, du livre. Elle va faire ce qu'elle peut. Les honorés matriarches, on va avoir principalement la chef qui s'appelle Dama, qui est une espèce de vieille sorcière, pour le coup, vu comment le gars lui fait une voix de vieille, ça me fait vraiment penser à ça, vu qu'en plus Audra l'appelle la reine araignée et tout, qui est impulsive comme les autres et qui se vante de ne pas l'être. Une caractéristique aussi que font beaucoup de gens dans la réalité, donc ça me semble assez réaliste. Elle dit « Ah bah mes sœurs, vous aurez déjà tué depuis longtemps, etc. » Alors que bon, elle aussi, elle est quand même assez bête et impulsive, pour parler d'un caractère d'un Pokémon. Et aussi, on va connaître sa première, entre guillemets, conseillère, ou sa seconde, ou je sais pas trop comment on appelle ça, chez les honorés matriarches, qui s'appelle Lonio, et qui est une espèce de femme qui voudrait bien prendre sa place, et Dama le sait très bien, donc elle la déteste, elle se haïsse, mais Lonio lui fait des courbettes, etc. Donc on est dans un univers un peu comme chez les Sith, où les honorés matriarches s'entretuent régulièrement pour prendre la place de leurs supérieurs, et qu'elles considèrent que c'est positif d'être entourées d'ennemis, que ça les rend plus fortes, etc. Donc une atmosphère assez horrible. Je ne voudrais pas du tout être une honorée matriarche, hein. Je préfère clairement le Bene Gesserit. On en saura plus sur elle, on va revoir les Futars et les Belluaires, mais on n'en saura pas beaucoup là-dessus. Bizarrement, je me rappelais bien des Futars. Je sais plus si on nous en avait parlé dans le tome précédent des Futars. Je crois qu'ils avaient été mentionnés, mais qu'on les avait pas plus vus que ça. En tout cas là, on va pas mal les voir. Mais on sait pas trop qui sont les Belluaires, pourquoi les Futars obéissent aux Belluaires et compagnie, tout ça, encore une fois, c'était plus un début, et comme on n'aura pas la suite, tant pis. En tout cas, les Futars, moi j'aime bien, parce que forcément j'aime bien les félins, mais j'aime pas du tout le mot Futard, je tiens à le dire, hein, ça m'évoque un mélange de futal et de quelque chose de... Enfin, art, c'est un suffixe négatif pour moi, donc genre un mélange de futal et connard. J'ai du mal à me faire à l'idée que ça évoque une créature sympa. C'est rare qu'il y ait autant de persos et qu'ils soient tous aussi profonds. Donc encore une fois, un point positif, même si je me suis pas roulée par terre. L'apparence, on sait toujours que voilà, je vous avais dit, Shanna avec ses cheveux châtains avec des mèches fauves. Audra, elle est toujours pareille, elle ressemble à Jessica. On va apprendre à la fin, entre guillemets, du livre, parce qu'on a un hommage de Frank Herbert à sa femme qui est morte, et après on a un hommage de l'éditeur à Frank Herbert qui est mort pas très longtemps après sa femme, qui dit que Jessica était certainement inspirée de sa femme. Donc c'est pas trop étonnant, parce qu'elle revient tellement souvent, et tellement toutes les femmes positives ressemblent à Jessica, qu'on sent que ça devait bien être inspiré de quelqu'un qui comptait pour lui. Il y a Beyonda qui est grosse, alors que les Bene Gesserit normalement peuvent contrôler leur poids, et elle qui se vante entre guillemets de pas toucher à ces trucs là, et qui a aussi des lunettes je crois, alors que pareil elle pourrait très bien se faire corriger la vue et tout. Donc c'est assez original, elle est aussi souvent mal habillée, sale ou des trucs comme ça, et elle est vraiment en mode je me préoccupe pas de l'apparence et tout ça, c'est superficiel, et puis voilà. Donc avec son côté hyper anticonformiste et qui veut toujours contredire tout le monde, c'est vraiment un personnage marquant, Beyonda, même si on l'aime pas trop. Je pense qu'on a du mal à bien l'aimer, parce qu'elle a envie de tuer Duncan pendant une partie du bouquin, elle est toujours en train de vouloir s'opposer à tout, et donc elle est un peu fatigante, mais on peut pas non plus complètement la détester, je pense. Bon, je vous avais dit, Tamalan, elle est très vieille, c'est un peu sa principale caractéristique. Duncan, il est toujours brun, etc. Il a pas changé. Murbella, on nous dit qu'elle est très belle, qu'elle a des yeux verts, qu'elle est assez originale physiquement. Et d'ailleurs, on apprend que les honorés matriarches ont tué sa famille pour la prendre, justement pour en faire une des leurs, parce que justement, elle était belle et qu'elle avait des caractéristiques qui les intéressaient. Donc, encore une fois, méthode super économique, de tuer une famille juste pour voler un enfant. Faites ce que vous voulez, mais enfin, c'est un peu extrême. Donc Murbella est belle et originale, et voilà, on sait aussi qu'elle est musclée et compagnie. Maesteg qui se ressemble toujours à lui-même, mais en enfant, donc il a moins ses caractéristiques d'être très grand, etc. Mais quand il grandit, on voit qu'il commence à avoir le nez des Atreides et compagnie. Personnalité, je vous en ai déjà parlé. Évolution, je vous ai dit, l'évolution de la relation entre Duncan et Murbella est très triste et très intéressante à la fois, parce que Duncan sent qu'il perd Murbella, et donc lui-même il va se faire ses propres cachotteries, ses propres plans derrière, où il va limite être triste que Murbella ne s'en rende pas compte et qu'elle le suive pas et compagnie, mais voilà, il voit qu'il la perd, et donc il se fait ses roues de secours, si je peux dire, avec Fianna, pas sur le plan amoureux, mais il a des plans qu'il cache à Murbella. De toute façon, comme ils sont en permanence surveillés par le Bene Gesserit, ils sont obligés de se parler de manière un peu énigmatique et de ne pas tous dire l'un et l'autre s'ils veulent avoir des cachotteries qu'ils gardent pour eux. Donc c'est assez compliqué. Après, Duncan développe des codes pour
noter des trucs sur sa console avec des messages cachés à l'intérieur, etc. Donc voilà, il est toujours capable de s'arranger pour prendre des notes en message secret, mais bon, pour partager avec Murbella, c'est pas hyper facile. Et puis sinon, en évolution, je vous ai dit Audrad, voilà, qui a pris beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est une évolution? Un peu. Shyana, pareil, elle a grandi, elle a pris des responsabilités. Elle a l'air un peu malheureuse et mélancolique et on ne sait pas trop. C'est bizarre, encore une fois, on se dit qu'est-ce qu'elle va devenir, c'est mystérieux, mais bon, comme à la fin, elle fait un truc un peu choquant, mais que je vous spoil pas, mais malheureusement, on n'en saura pas plus et c'est dommage. Ça va assez lentement. Après, il y a l'évolution aussi globalement du Bene Gesserit et des honorés matriarches, de voir que les honorés matriarches foncent dans le mur avec leur manière de fonctionner, de voir comment le Bene Gesserit va évoluer et les avis qui vont potentiellement diverger sur qu'est-ce que le Bene Gesserit est prêt à faire pour survivre, parce que je vous avais dit que le plus important pour les sœurs, c'était toujours la survie du Bene Gesserit. D'ailleurs, c'est ça qui dérange aussi Duncan chez Murbella, parce qu'il dit actuellement tu me priorises, mais quand tu seras une Bene Gesserit, tu croiras peut-être que tu m'aimes encore, mais tu seras capable de me sacrifier pour le Bene Gesserit si l'occasion s'en fait sentir. Après, je trouve que c'est quand même dommage, entre guillemets, qu'il accepte pas, parce que on est tous comme ça en fait. On a une priorité absolue, on peut pas en avoir deux. La chose qu'on aime en numéro 2, on est capable de la sacrifier pour la numéro 1. Même si notre cœur est vaste. Et pourtant voilà justement, notre cœur est vaste et on a besoin d'aimer plusieurs personnes. On en a littéralement besoin. On peut pas se dire il y a une seule chose qui compte pour moi et tout le reste va se faire foutre. Donc la personne qui est en numéro 2 et en numéro 3 et compagnie, les gens, tu pourrais quand même l'accepter quoi. C'est pas si terrible de savoir qu'une personne te sacrifierait pour la chose qui compte le plus pour elle au monde. Et tu peux quand même aimer cette personne et tu peux aimer la chose qu'elle aime aussi. Parce que Duncan, pourquoi il serait opposé à la survie du Bene Gesserit? Bah non, clairement, lui-même, il a des caractéristiques de Bene Gesserit. Parce que je vous rappelle que Duncan, il a ses souvenirs de toutes ses vies précédentes. Donc sur certains points de vue, d'ailleurs, c'est peut-être Murbella d'ailleurs, qui dit que c'est un peu comme une révérende mère parce qu'il a eu plein de vies. Mais lui, il considère que c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais... Très clairement, le Bene Gesserit est plutôt bénéfique pour le monde, même si on peut se poser la question, on peut clairement se la poser, mais je trouve que il y a vraiment pas de quoi ne plus aimer une personne parce qu'elle priorise le Bene Gesserit. Moi, ça me dérangerait pas. Si quelqu'un a envie, par exemple, de privilégier la survie de l'humanité à son amour pour moi ou quoi, je vais pas du tout mal le prendre en fait. Il y a des choses comme ça qui peuvent être au-dessus de tout. Même si moi j'ai plutôt tendance à aimer une personne au-dessus de tous les principes, c'est pas le cas de tout le monde et que notamment les filles fonctionnent plus souvent comme ça que les gars. Et en fait justement on se complète mieux quand il y en a un qui aime la personne et que l'autre aime un objectif, si on est capable d'aimer aussi l'objectif. Et de toute façon, si t'aimes la personne, t'es obligé d'aimer son objectif. C'est ça le truc, c'est qu'en fait, si t'aimes complètement quelqu'un, t'aimes aussi ce qu'il aime. Donc s'il aime quelque chose plus que toi, bah t'aimes aussi cette chose qu'il aime plus que toi. Donc au bout d'un moment, moi je vois ça comme un peu des faiblesses d'un amour qui va pas jusqu'au bout. Alors après vous allez me dire oui, mais t'en demandes trop, etc. Et puis de toute façon, toi t'es toute seule, donc c'est facile de parler d'amour absolu. On peut toujours en parler, en tout cas c'est ce que je pense. Vous avez le droit d'avoir vos propres opinions, mais moi je trouve que c'est dommage que Duncan soit pas capable d'accepter Murbella comme ça et qu'ils aient été obligés de s'éloigner. Enfin lui, il l'a vu comme un déni de sa part et je pense que ça aurait été mieux si elle lui avait dit oui, je vais préférer le Bene Gesserit à toi, mais je t'aime quand même et tu vas me faire souffrir si tu t'en vas, donc ne me fais pas ça et ne nous fais pas ça. Enfin, je peux pas sauver tous les couples et surtout pas les couples de fiction qui sont déjà terminés depuis des années. Donc tant pis, mais de l'évolution, oui, il y en a. L'univers et les créatures, je vous ai dit, on est principalement sur le chapitre qu'on n'avait presque pas vu avant, donc c'est intéressant. Il y a beaucoup de descriptions, peut-être que c'était quand même le livre audio qui a fait que j'ai eu l'impression parfois que c'était long et que j'ai un peu déconnecté par moments, mais il y avait beaucoup de descriptions. On va aussi sur Jonction, là c'était très intéressant de voir qu'est-ce que les honorés matriarches ont changé sur Jonction, parce que Jonction de base c'est la planète de la guilde, j'allais dire des guildiens, je me suis dit bon, je crois pas qu'on dise comme ça, hein. C'est la planète de la guilde et donc elles ont fait des mises à jour, mais pas trop. Et il y a beaucoup de trucs tape à l'œil où on voit que derrière cette chip, ça ressemble bien à tout le reste de leur philosophie et c'est assez intéressant, j'aime bien les descriptions, comment on voit justement les faiblesses des honorés matriarches dans les environnements qu'elles ont modifiés. Elles sont aussi très superficielles sur le fait qu'elles vont avoir des trucs en or, mais en plaqué or ou des trucs comme ça, des arbres très exotiques ou des sculptures ou des machins. On va un peu retourner sur Gameux, mais pas tant que ça, donc voilà, on va quand même voyager et beaucoup de plus de descriptions que d'habitude, je dirais. Logique et cohésion, évidemment, j'ai vu aucune erreur. Et évidemment, c'est une grande qualité de cette saga. Mystère et découverte, il y en a beaucoup, parce que on a vraiment très envie de savoir comment va se passer la confrontation entre les Bene Gesserit et les honorés matriarches, comment les Bene Gesserit vont riposter, etc. Mais ça met beaucoup de temps pour ce que c'est.
Après, il y a aussi qu'est-ce que vont devenir tel ou tel perso, et ça, c'est bien, parce que là, on s'attarde bien dessus. Et comme je vous disais, il y a beaucoup de persos et qui deviennent des choses très subtiles et très intéressantes. Peut-être parfois trop subtiles pour certaines personnes, y compris moi, comme je vous dis, vu que les 2 premières fois que j'ai lu ce livre, je l'ai oublié. Écriture, elle est toujours aussi bonne. Voilà. À part qu'il y a plus de descriptions, je pense pas que ça ait vraiment changé. Il y a peut-être des choses moins catégoriques. Et aussi un côté où on rit plus de nous-mêmes. Et les Bene Gesserit ont vraiment ce côté, elles ont du recul, etc. Et elles sont conscientes d'être faillibles et compagnie. Alors qu'avant, on était vraiment dans un côté un peu grandiloquent, que ce soit avec Paul ou avec Leto 2. Donc voilà, plus d'autodérision. Encore une fois, c'est quelque chose qui vient beaucoup avec la vieillesse, l'expérience, la sagesse et compagnie. Donc c'est pas trop étonnant. Mais c'est notable. Poésie et contemplation, il y en a, parce que comme je vous disais, il y a beaucoup plus de descriptions, et il y a beaucoup de scènes mélancoliques, je vous disais, où on vous parle de la météo, des paysages, et de comment Audrade se sent par rapport à ça. Il y a tout un passage où elle dit qu'elle est de l'enfant de la mer, et où elle parle de son enfance. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé beau, et où j'ai pu un peu m'identifier, parce que moi aussi j'adore la mer, et je me suis dit que j'étais l'enfant de la mer et tout quand j'étais jeune, et j'avais complètement oublié qu'il y avait eu ça sur Audrade. Donc j'avais complètement oublié le personnage d'Audrade, je pense. Ça me fait pas du tout intéresser la première fois. Ben là, si, ça m'a bien parlé. Donc, ouais, il y en a de la poésie et de la contemplation. Du suspense et de l'action, il y en a aussi. Mais comme je vous dis, ça se fait beaucoup attendre. Et les scènes de combat final, parce qu'il y a quand même des scènes de combat final, on sent que ce qui intéresse l'auteur, c'est vraiment de nous raconter l'évolution des personnages et que les combats ne servent que comme tension avant qu'ils se déroulent et comme quelque chose de dur à encaisser après. Donc ils sont pas totalement ellipsés, mais on ne les voit que dans la mesure où ça perturbe psychologiquement ceux qui sont en train de les vivre. Et donc on voit pas beaucoup l'action en elle-même. On a assez peu de combats, etc. On a vraiment surtout des scènes, par exemple des persos qui meurent et d'autres qui les voient mourir et qui sont en train de bader, ou des persos qui se disent ça sert à rien d'être dans la vengeance, ou des persos qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé quand ils voient des morts, quelles armes elles ont utilisées, ils essayent de réfléchir comment il faut réagir maintenant, etc., de sentir le danger et tout. Donc on est vraiment pas dans une description factuelle des combats, et vraiment que dans qu'est-ce que ça signifie de manière plus profonde. Donc voilà, il n'y a pas trop de scènes de combat. Maintenant, il y a quand même du combat au corps à corps, vu que les honorés matriarches ont des réflexes ultra rapides, et que les Bene Gesserit se battent aussi bien de manière générale, même si du coup elles ont des réflexes plus lents. Donc il y a des combats verbaux qui se terminent souvent en combat physique entre les Bene Gesserit et les honorés matriarches. Il y a des grosses batailles. On va voir les plans de bataille se faire, et on va voir comment ça se résout au final, qu'est-ce qui a été contré, qu'est-ce qui est passé, etc. Mais on a vraiment que le côté stratégique, donc ça fait un peu plus compte-rendu que scène de bataille. Et encore une fois, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de scènes de bataille, de scènes d'action, etc. Que ça dure plus longtemps, que ça soit moins ellipsé. De mieux comprendre aussi ce qui se passait. Tout ce que j'ai lu était très bien, donc je voudrais pas qu'on enlève quelque chose. C'est juste que voilà, et encore une fois, il y a des ellipses où j'aurais bien aimé que ce soit pas des ellipses. Dialogue, les dialogues sont toujours aussi bons, et comme je vous ai dit, ils sont très subtils, et les émotions qu'il y a là-dedans sont vraiment belles et intéressantes, et c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine à ce niveau. Ça m'intéresserait énormément d'avoir des avis là-dessus. Vraiment, il y a le côté suspense, épique, etc. dans les premiers tomes, mais là on est vraiment sur autre chose, à mi-chemin entre le psychologique, le philosophique, etc. Et j'aime vraiment, je me rends compte justement quand je lis ça que j'aime vraiment la personne derrière et tout, et ça me fait plaisir, et donc ça m'intéresse d'avoir votre point de vue. Je me sens vraiment, j'allais dire chez moi, non, je me sens pas chez moi, je me sens justement chez un ami, quelque chose comme ça quand je lis Dune, et ça c'est vraiment une sensation sympa. Crédibilité, réalisme, bah oui, même si encore une fois les Bene Gesserit sont tellement intelligentes, etc., mais les honorés matriarches sont beaucoup plus stupides, et du coup là on a moins l'impression que le monde est uniquement peuplé de gens intelligents, on a juste l'impression que les Bene Gesserit le sont, et c'est complètement justifié, parce qu'elles ont la mémoire seconde, parce que elles ont ce côté fusionnel, cette sagesse où elles ont étudié des trucs pendant des années, etc. Donc j'ai beaucoup moins cette impression de quelque chose de disproportionné par rapport à notre réalité. Comme je vous dis, on perd le côté épique, mais on a un côté mélancolique réconfortant, un côté je m'assois dans un fauteuil avec un chocolat chaud, etc., qui peut aussi être original à sa façon. Originalité, côté marquant, justement, les rapports entre les persos, la complicité entre les Bene Gesserit et tout ça, c'est assez marquant. L'abnégation dont font preuve plein de gens,
qui pensent à l'humanité dans sa globalité, etc., et qui sont complètement capables de se sacrifier, de souffrir et compagnie. Et c'est assez beau moralement. C'est rare que ça aille aussi loin là-dedans. Je pense qu'en général, il y a des... Par exemple, Serge Brussolo. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Serge Brussolo, souvent ses persos sont ultra égoïstes, et ils sont incapables de faire quelque chose pour les autres. Des fois même des persos qui sont amoureux, qui sont avec des persos de leur famille, etc., ils se comportent de manière tellement égoïste que ça donne envie de gerber et tout. Et moi, il y a des moments où j'en peux plus et je me sens pas bien. Alors que je pense qu'il y a des gens plus sensibles que moi là-dessus. Frank Herbert, c'est vraiment l'opposé, quoi. Là, vous êtes complètement dans un truc d'abnégation. Alors vous pourriez peut-être bader en vous disant « moi je suis pas capable de ça » et vous sentir minable à côté, mais ne faites pas ça. Essayez justement de pas trop vous en demander, de tirer le meilleur de vous-même et de vous entourer de gens qui vous aideront à ça aussi. Parce que c'est aussi ce qu'ils disent, les Bene Gesserit. Bon, ils disent pas vraiment il y a des gens toxiques, mais moi je vous le dis, et il y a des moments où c'est un peu sous-entendu, il y a des gens, il vaut mieux juste les quitter. Si vous n'avez pas la force d'essayer de les aider, eux ils feront que de vous nuire. Donc voilà, les Bene Gesserit, elles essayent de se configurer entre elles pour se rendre bénéfiques les unes aux autres. Elles y arrivent et elles s'entourent des gens qui leur apportent justement quelque chose sur ce plan. Entourez-vous des gens qui vous sont bénéfiques. Essayez de reproduire ce genre de schéma. Si c'est possible, ça en vaut vraiment la peine. Et c'est vraiment moi qui dis ça, et voilà. C'est pas ce que je vous dirais tous les jours. Note globale, encore une fois j'ai hésité, je me suis dit je trouve qu'il a quelque chose de moins que les précédents, j'ai des fois eu l'impression d'attendre, de m'ennuyer un peu, de pas tout comprendre aussi, encore une fois, sur certains trucs philosophiques, de un peu décrocher. Encore une fois, les livres audio, c'est bien parce que ça va plus lentement qu'un cerf-flèche bas, mais on a moins tendance à faire pause et revenir en arrière que quand on lit ligne par ligne, donc il y a des moments où j'ai laissé tomber alors que j'avais pas compris, c'est probablement un peu dommage. Il y a des moments aussi où j'ai lu alors que j'avais un peu la migraine, etc., j'avais pas dormi et tout, donc j'aurais peut-être pas dû, mais bon, on fait ce qu'on peut. J'ai hésité, je me suis dit c'est dommage que je lis pas McCorbin dans ces moments-là, c'est plus simple et tout, mais bon... J'aime pas entamer plusieurs livres en même temps, donc je l'ai continué. Ça m'a quand même plutôt réconforté, plutôt apaisé, plutôt apporté du positif. Donc je vais rester sur un 8. Ça aurait pu être plus, parce que comme je vous ai dit, j'avais mis 9 à toute la saga. Mais du coup, je préfère dire, voilà, il y avait un 9 largement sur le premier. L'Empereur Dieu, c'est toujours mon préféré, et un 10 largement aussi. La plupart des autres, je suis plutôt sur un 8, mais un bon gros 8 parce que c'est vraiment un livre qui est à la fois très original, très agréable à lire, qui apporte vraiment quelque chose, qui peut nous enrichir, etc. Donc voilà, je relirai dans 10 ans, ça m'apportera encore des choses, je pense. C'est un livre où on a l'impression, comme je vous dis, d'aller chez un ami, etc., de discuter avec quelqu'un. C'est pas du tout anodin. J'ai vraiment l'impression que ça m'apporte autant qu'un livre de philo ou quoi, tout en étant passionnant, en faisant voyager et tout, donc c'est génial, je le redis. Si vous avez toujours pas commencé et que vous avez tout écouté, lisez cette saga, elle est vraiment trop bien.